Ils m'ont enfermée dans la petite chambre. Pas un mot, pas un regard. Juste la clé tournée doucement, comme si j'étais un objet qu'on range pour ne plus y penser. J'ai entendu leurs pas glisser dans le couloir, la porte du salon se refermer, puis ce silence poisseux qui étouffe plus sûrement que la peur. À 72 ans, je ne pensais pas qu'un jour je découvrirais ce que cela fait d'être traité comme un fardeau qu'on déplace d'une pièce à l'autre. Et pourtant, j'étais là, dans le débarras où je gardais autrefois les valises et les pots de peinture, debout au milieu d'une poussière que personne n'avait pris la peine de balayer. L'ampoule nue pendait au-dessus de ma tête, jaunissant l'air. L'odeur d'humidité montait du parquet. Un coussin posé à la hâte sur la chaise pliante me donnait l'impression qu'on avait voulu m'offrir une excuse, un semblant de confort, comme pour adoucir l'indignité. Je me suis assise, lentement, pour ne pas entendre mes articulations protester, et j'ai posé mes mains sur mes genoux. Elles tremblaient un peu, mais c'était plus de colère que de peur. Je repensais au moment exact où Anaïs avait refermé la porte derrière moi. Ses doigts à la fin, toujours vernis d'un beige élégant, avaient bougé si vite. C'était la vitesse de quelqu'un qui veut éviter le regard de la personne qu'il va blesser. J'ai entendu sa respiration courte, puis celle de Mathieu qui murmurait quelque chose comme « Laisse-la là, c'est mieux, sinon elle va encore paniquer. » Panique. Comme si c'était moi qui perdais la tête, moi qui m'agitais sans raison. Il n'y a rien de plus cruel que d'être décrite par ceux qu'on aime avec des mots qui ne vous appartiennent pas. La pièce était si petite que mes genoux touchaient presque le mur. Je pouvais entendre la chaudière ronfler de l'autre côté. Je fermais les yeux pour calmer les battements de mon cœur. Quand on vieillit, les émotions fortes vous traversent plus brutalement, mais la lucidité reste intacte. J'ai compris tout de suite que ce n'était pas une maladresse, ni une dispute, ni même un moment d'égarement. C'était une décision, une façon de me mettre à l'écart, pour qu'ils puissent, comme il disait, réfléchir en famille. J'ai compris aussi que je ne faisais plus partie de cette famille-là, du moins pas de la façon dont ils en parlaient. Je me suis levée pour essayer la poignée par réflexe, elle ne bougeait pas. On l'avait verrouillée de l'extérieur. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas crié. Ce n'était pas de la résignation, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus solide, une retenue apprise au fil d'une vie. La dignité, même dans l'humiliation la plus absurde, reste une forme de résistance. J'entendais des bouts de phrases derrière la porte, le ton pressé de Mathieu, plus sec que d'habitude, et la voix d'Anaïs, devenue une version tendue de celle que je connaissais. J'ai reconnu un mot ici ou là, document, signature, urgence, rien qui ne me rassurait. La petite sœur de Mathieu, Claire, parlait aussi. Sa voix à elle m'agaçait toujours sans que je ne sache vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'elle sonnait comme quelqu'un qui joue. Au calme, au contrôle, mais qui ne maîtrise rien. Elle répétait « Il faut agir vite » et j'ai senti quelque chose en moi se crisper. Le temps s'étirait, quelques minutes, ou peut-être une heure. Je n'ai plus la notion précise quand il s'agit de minutes vides, remplies uniquement par le bruit de sa propre respiration. La porte du salon s'est finalement ouverte, puis celle d'entrée. J'ai entendu des sacs, des chuchotements, et une phrase que Mathieu a dite d'un ton presque léger. On reviendra demain. Laisse-la se reposer. Laisse-la se reposer. Enfermer quelqu'un pour son repos, voilà une idée que seuls des jeunes sûrs d'eux peuvent inventer. La clé a tourné une dernière fois, plus vite cette fois. Et leurs pas ont glissé hors de la maison, puis plus rien. Juste la chaudière, mon souffle, et ce silence lourd où tout ce qu'on a évité de comprendre jusque-là remonte d'un seul coup. Je suis restée assise, droite, les mains entrelacées. Je regardais le sol, les fissures dans le mur, et j'ai senti dans ma poitrine une lente brûlure. Pas celle de la peur, celle de la lucidité. À cet instant, j'ai su que quelque chose avait basculé sans retour, et j'ai su aussi que je n'en resterais pas là, même si je ne savais pas encore comment. Astuce d'une vieille femme. Dans les moments où l'on vous enferme, il faut commencer par ouvrir quelque chose en soi. Pour moi, ce soir-là, c'était simplement la vérité. La nuit a mis du temps à entrer dans la petite chambre. Elle est d'abord venue comme une ombre posée dans un coin, puis elle a envahi la pièce lentement, sans geste brusque, comme si elle voulait me laisser le temps de comprendre que j'allais rester là longtemps. Je n'ai pas allumé l'ampoule. Je n'avais pas envie de voir les murs nus, ni les vieilles boîtes empilées comme une barricade improvisée. Je voulais seulement entendre. Quand on ne peut pas bouger, il ne reste plus que l'écoute. Et parfois, c'est pire que tout. La maison respirait sans moi.
On entendait les tuyaux soupirer, le bois du plancher craquer doucement, le souffle discret de la chaudière qui lançait ses bouffées de chaleur. C'était mon foyer depuis 40 ans, et pourtant, ce soir-là, chaque bruit sonnait étranger. C'est étrange comme un lieu peut changer de visage lorsqu'on n'y a plus de place légitime. On dit souvent que ce sont les pièces qui protègent les gens, mais moi, dans cette minuscule chambre, je comprenais soudain que les murs peuvent devenir indifférents. Je me suis levée pour marcher un peu, juste 4 pas en avant, 2 de travers, puis revenir. Le parquet grinçait sous mes chaussons. Sa plainte fine m'a donné un frisson, ce même plancher que j'avais tant de fois ciré un dimanche matin, tandis que mon mari Antoine lisait le journal. C'était une époque où les bruits du quotidien avaient une simplicité rassurante. Mais ce soir-là, même ce souvenir-là avait une pointe d'amertume, comme s'il se mettait lui aussi à distance. Je me suis rassise et j'ai posé mes mains sur mes genoux, cherchant à calmer les tremblements. Ce n'était pas la peur, je le savais. La peur, c'est plus vif, plus aigu. Ce que je ressentais, c'était un mélange de chagrin étouffé et de lucidité froide. Quand les jeunes ont commencé à vivre chez moi, tout était encore doux. Anaïs me faisait des compliments sur ma soupe aux carottes, Mathieu sortait la poubelle sans que je demande, Claire riait fort dans la cuisine en racontant ses histoires de travail. Je me souviens même du soir où ils avaient apporté un gâteau pour fêter leur installation en disant que ce serait pour quelques semaines. Cela me semble dater d'une autre vie, mais les semaines sont devenues des mois, et moi, j'ai accepté sans faire de bruit. Il y avait quelque chose de tendre à les avoir là, même si leur musique était trop forte, même si leur conversation couvrait parfois mes pensées. J'aimais entendre des pas dans le couloir, une porte qu'on claque, un rire étouffé. Cela donnait de la jeunesse à la maison, une sorte de mouvement que je croyais avoir perdu depuis longtemps. Puis les choses ont changé sans que je m'en aperçoive. D'abord, les remarques. Rien de blessant au début, juste des petites phrases jetées avec trop de légèreté. Cette armoire, elle date de quel siècle? Ou on pourrait peut-être moderniser un peu ici, non? Puis vinrent les absences de politesse, les portes fermées sans prévenir, les repas pris sans moi, comme si ma table devenait un self-service auquel je n'étais plus conviée. Je me souviens d'un soir, 2 semaines avant qu'il ne m'enferme, j'avais préparé un gratin dauphinois. J'en avais fait trop, comme toujours. Quand je suis descendue pour proposer une part, ils mangeaient déjà des sushis dans des boîtes en plastique posées sur leurs genoux. Anaïs m'avait lancé un «Ah, pardon, mamie, on ne t'a pas entendu», tandis que Mathieu ajoutait on n'avait pas envie de trucs lourds ce soir. Je m'étais sentie transparente. Pas blessée, non, effacée. C'est différent et bien plus dangereux. Ce soir-là, dans la petite chambre, la vérité s'est imposée à moi dans un souffle. Ils n'avaient-ils pas seulement pris de la place, ils avaient eu pris la mienne. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure plus beaucoup depuis la mort d'Antoine. La solitude vous dresse une sorte de barrage à l'intérieur, quelque chose qui vous empêche de vous écrouler, même quand le cœur se fissure. Alors, j'ai respiré lentement pour calmer mes pensées, une vieille technique que j'avais apprise en observant les infirmières quand Antoine était à l'hôpital. Inspirer, retenir un peu, souffler plus longuement. J'ai fini par me lever encore une fois, par besoin de vérifier que j'étais toujours debout. J'ai posé ma main sur la poignée, sentant le métal froid contre ma paume. Rien n'avait changé. La porte était fermée. J'ai laissé ma main glisser le long du bois, comme pour reconnaître une dernière fois quelque chose qui m'appartenait. Puis j'ai regagné ma chaise et j'ai attendu que la nuit m'engloutisse complètement. J'ai attendu en silence, avec cette étrange impression que tout ce que j'avais ignoré ces derniers mois, par gentillesse, par peur de déranger, par amour aussi, revenait me parler dans l'obscurité compacte. C'est là, dans cette immobilité forcée, que j'ai commencé à comprendre qu'il me faudrait retrouver une force que je croyais perdue depuis longtemps. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Quand la lumière du matin a filtré à travers le bas de la porte, j'ai senti mes épaules se relâcher. La nuit avait été longue, trop longue pour mon âge, mais je n'avais pas cédé. Je n'avais pas dormi non plus, seulement somnolé par moments, la tête contre le mur, les pensées tournées vers ce qui m'attendait dès que je sortirais de cette petite chambre. Je connaissais déjà la réponse. Rien de doux, rien de tendre. Mais au moins, j'allais pouvoir respirer hors de cette odeur d'humidité. Je me suis levée lentement, prenant appui sur la chaise. Mes articulations ont protesté comme si elles voulaient me rappeler que chaque geste a un coût, surtout quand on passe la nuit sur une surface dure. J'ai posé ma main sur la poignée. Je savais que la porte serait ouverte, pas par considération,
simplement parce qu'ils n'auraient aucune raison de maintenir la mise en scène après leur départ. La poignée a bougé sans résistance. La porte s'est ouverte sur le couloir, baignée d'une lumière blanche qui piquait les yeux. Un calme étrange flottait dans la maison. Ce n'était pas le calme des matins ordinaires, avec la bouilloire qui chante ou les pas précipités de quelqu'un en retard. C'était un calme de désert, un calme qui dit: il ne reste personne pour faire du bruit. J'ai avancé jusqu'au salon. Les coussins du canapé étaient en désordre, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose en vitesse. Une tasse vide traînait sur la table basse, et le plaid, celui que j'avais tricoté il y a des années, était tombé à moitié sur le sol. J'ai remis le plaid en place. Petit geste inutile, je le sais, mais remettre de l'ordre me donnait l'impression de reprendre un peu possession de l'espace. C'est sur la table de la salle à manger que je l'ai vue, une feuille blanche, posée bien au centre, comme si elle avait été déposée là pour que je la trouve immédiatement. Une écriture rapide, penchée vers la droite. La main d'Anaïs. Je l'ai reconnue en un instant. Mamie, on a préféré aller dormir à l'hôtel pour se calmer un peu. On reviendra demain. Ne sors pas, repose-toi. Ne sors pas, repose-toi. J'ai relu ces deux phrases. Elles avaient la froideur d'un avis administratif. Il n'y avait ni affection, ni souci réel, juste une instruction polie, formulée comme une précaution. Pour eux, pas pour moi. Le mot hôtel m'a laissé perplexe. Pourquoi un hôtel? Pourquoi pas chez les parents de Mathieu, chez Claire, ou même dans leur studio qu'ils ne voulaient jamais rendre? Pourquoi payer une nuit ailleurs alors qu'ils vivaient sous mon toit gratuitement? J'ai attrapé mon manteau qui pendait sur la chaise du couloir. Dans sa poche, j'ai trouvé mon téléphone, éteint. Je me souvenais pourtant l'avoir posé sur la table basse la veille. Il n'était pas rare que Mathieu le prenne par erreur, mais l'erreur répétée commence à ressembler à une habitude. Je l'ai rallumé en retenant ma respiration. Pas d'appel manqué, pas de message. Juste 3 notifications d'applications que je n'utilise jamais. Je n'ai pas cherché plus loin. Ce qui importait, c'était ce silence volontaire. Je suis allée jusqu'à la cuisine. La cafetière était encore tiède. Ils avaient dû partir tôt, peut-être même avant le lever du soleil. Sur le plan de travail, une boîte de documents était ouverte. À l'intérieur, mélangée à mes propres papiers, j'ai aperçu des choses qui n'auraient jamais dû se trouver là. Une photocopie de mon relevé bancaire, une fiche d'information sur les mesures de protection juridique, un formulaire vierge intitulé Demande d'évaluation de l'autonomie. J'ai passé mon doigt sur le papier comme si cela pouvait me confirmer que j'étais bien réveillée. Je n'avais jamais demandé ces documents, encore moins imprimé ces fiches. Et pourtant, elles étaient là, dans ma cuisine, mélangées à mes factures d'électricité et mes polices d'assurance. J'ai refermé la boîte. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me suis forcée à respirer lentement. Pas question de laisser la panique m'envahir. Je devais comprendre avant d'agir. Je devais d'abord regarder autour de moi avec calme. C'était ainsi que j'avais appris à traverser les épreuves. Un pas à la fois, un raisonnement après l'autre. Je me suis approchée de la fenêtre. Le jardin était désert, le massif de rosiers encore couvert de rosée. Il n'y avait pas de traces de pas, pas de signe qu'ils aient traversé la pelouse. Ils étaient en partie vite, probablement par l'allée. Cela n'avait aucune importance en soi, mais ce détail confirmait quelque chose. Ils avaient agi sans se retourner, comme des gens qui savent qu'ils ne seront pas contredits. En me retournant, j'ai remarqué un autre détail, minuscule et pourtant glaçant. La clé de la petite chambre traînait sur le buffet. Ils l'avaient posée là, bien en évidence, comme un message muet, comme si tout ce qui s'était passé la veille était une simple décision logistique. Je me suis assise sur la chaise en bois, celle qui grince toujours un peu. Mon dos me rappelait la nuit passée, mais je gardais le dos droit. Je regardais la boîte de documents, la note, la clé. Tout cela formait un ensemble étrange, inquiétant mais encore incomplet. Et dans ce silence inhabituel, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas une colère brusque, pas un désir de confrontation, plutôt une vigilance froide, une clarté. Je savais maintenant qu'il n'était pas simplement parti à l'hôtel. Il y avait derrière ce départ une intention que je ne comprenais pas encore, mais que je devais découvrir calmement. Alors j'ai décidé de commencer par la seule chose raisonnable, ranger la table, faire du café et réfléchir. C'est souvent en revenant à des gestes simples qu'une femme de mon âge retrouve sa dignité. Je buvais mon café quand je l'ai remarqué. Sur la table, il manquait une petite cuillère.
Pas celle en acier que j'utilise tous les jours, non. Une des 4 cuillères en argent que ma mère m'avait offerte pour mes 20 ans. Elles n'étaient pas précieuses pour leur valeur, mais pour ce qu'elles représentaient. La continuité, la famille, un geste d'amour transmis de génération en génération. Il y en avait toujours 4, et ce matin-là, il n'en restait que 3. J'ai posé ma tasse. Ce n'était pas tant la disparition de l'objet qui me dérangeait, mais ce qu'elle révélait. Quelqu'un avait fouillé ici, avait pris quelque chose, avait jugé normal de s'emparer d'un souvenir qui n'appartenait qu'à moi. J'ai ouvert le tiroir pour vérifier s'il ne s'y trouvait pas, mais non. 3, seulement 3. Une petite absence, discrète, presque dérisoire, mais qui disait tout. Parce que les histoires de basculement commencent souvent par un détail. Dans les exemples que la vie m'a appris, on ne voit jamais arriver la grande gifle en premier. C'est toujours une petite ombre, un petit objet déplacé, un silence plus long que d'habitude. Je le savais. Et je me suis demandé combien de ces détails j'avais ignorés ces derniers mois. Je me suis souvenu du soir où Anaïs avait reposé mon vieux service à thé en disant «On pourrait peut-être le donner, non? Ça fait vieillot». Ou de ce moment, la semaine dernière, où Mathieu avait soupiré en regardant mes cadres photos. Il y en a trop, ça encombre. Je me souviens aussi de Claire, qui avait simplement souri sans rien dire, mais avec ce sourire mince de quelqu'un qui approuve en silence. J'avais mis tout ça sur le compte de la jeunesse, de l'impatience, d'un manque d'éducation peut-être. Je n'avais pas voulu imaginer que derrière ces remarques se cachait quelque chose de plus dur. C'est ça, vieillir. On choisit souvent la version la plus douce pour ne pas croire que ceux qu'on aime dérivent. Je me suis levée pour faire un tour dans la maison. Dans le salon, les coussins avaient été déplacés. Dans ma chambre, la boîte où je range mes papiers était entr'ouverte. Rien n'était renversé, mais tout semblait légèrement déplacé, comme si l'ordre n'était plus vraiment mon ordre, comme si quelqu'un avait voulu vérifier, classer et anticiper. Je suis allée jusqu'à ma commode. Le tiroir où je garde mon carnet de comptes était ouvert de quelques centimètres. J'ai passé la main dedans. Des papiers manquaient. Pas beaucoup, mais assez pour qu'on comprenne que ce n'était pas un courant d'air qui l'avait fait bouger, là aussi une absence discrète. J'ai refermé doucement. L'air du matin avait perdu sa douceur. J'ai senti une pression dans ma poitrine, mais sans panique. Plutôt une lourdeur calme, un constat. Puis mes yeux sont tombés sur quelque chose encore plus révélateur. La facture du dernier mois d'électricité que j'avais posée sur le bureau la veille n'y était plus. À sa place, j'ai trouvé un brouillon avec des noms griffonnés. Évaluation, notaire, utile, besoin d'une preuve. Et en dessous, l'écriture de Mathieu, reconnaissable par ses majuscules trop larges. Il faut agir avant la fin du mois. Sinon, elle va tout bloquer. Bloquer quoi? Empêcher quoi? Protéger quoi? Je me suis assise sur le bord du lit, très lentement, comme si chaque mouvement devait s'enraciner pour ne pas trembler. La petite cuillère manquante, la clé laissée en évidence, les papiers déplacés, les mots griffonnés, tout formait une seule ligne, claire comme un fil qu'on tire jusqu'à ce qu'il rompe. Je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. Pas encore. À mon âge, on sait que les conclusions trop rapides blessent autant que les vérités tardives. Il fallait garder la tête froide, respirer, observer. Alors j'ai ramassé la boîte de documents et je l'ai posée sur la table de la cuisine. J'ai pris un chiffon pour essuyer le plan de travail. J'ai rangé les tasses, plié un torchon, passé ma main sur les carreaux. Des gestes simples, presque mécaniques, mais qui avaient un sens, reprendre possession de ce qui était à moi. Et pendant que je remettais de l'ordre autour de moi, quelque chose s'installait au fond de ma gorge. Pas un sanglot, pas une plainte, une détermination tranquille, celle qu'on retrouve quand on a trop longtemps laissé les autres décider à votre place. Je venais à peine de poser la boîte de documents sur la table quand on a frappé à ma porte-fenêtre. 3 petits coups polis, presque hésitants. Je me suis retournée. C'était Madeleine, ma voisine depuis 20 ans. Une femme menue, toujours tirée à 4 épingles, qui avait cette délicatesse des gens qui voient plus qu'ils ne disent. Elle m'a fait un signe de la main, son visage éclairé d'un sourire inquiet. Je lui ai ouvert. Tu es debout depuis longtemps, Élise. Sa voix douce cachait mal une tension. Elle me connaissait trop bien. Je n'ai pas beaucoup dormi, ai-je répondu. Entre, tout ça. Je n'avais pas encore trouvé les mots pour qualifier tout ça. Elle m'a observé un instant. Tu veux que je t'apporte un café? Le mien est encore chaud. J'ai secoué la tête. Non merci, je viens d'en prendre.
Elle n'est pas entrée tout de suite. Elle regardait autour de moi, le salon, la table un peu encombrée, mes gestes raides. Puis elle s'est décidée. Je dois te montrer quelque chose, dit-elle en avançant d'un pas. Je ne savais pas si je devais, mais je crois que oui. Elle a sorti son téléphone de sa poche, elle l'a déverrouillé puis m'a tendu l'écran. Je n'ai pas reconnu tout de suite ce que je voyais. Il y avait Anaïs, debout dans ma cuisine, celle que j'avais quittée 2 heures plus tôt. Elle parlait face caméra, un air irrité, presque moqueur. Ce n'était pas une vidéo postée publiquement, une de ces stories que je ne comprendrai jamais très bien, mais qui restent en ligne 24 heures. Elle n'était visible que pour ceux qu'Anaïs avait choisis. Des sous-titres apparaissaient quand ta grand-mère refuse de comprendre qu'elle doit laisser la place, puis une seconde image, ma table avec mes papiers étalés. On va tout réorganiser, même si ça l'énerve, on n'a plus le choix. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la honte, pas de la colère, une sorte de froid, brutal, qui vous traverse comme une lame. Il y en a une autre, murmura Madeleine. Elle glissa vers la suivante. La voix d'Anaïs disait: Et puis elle oublie tout maintenant. C'est triste, mais bon. On va devoir s'occuper des papiers puis avant qu'elle fasse n'importe quoi. J'ai reposé le téléphone sur la table, très doucement, comme on pose un objet qui pourrait se briser. Madeleine me regardait avec un mélange de compassion et de gêne. Je suis désolée, Élise. Je. Je n'ai pas voulu t'alarmer. Mais hier soir, ma petite fille me les a montrés. Et je n'ai pas dormi. Ce n'est pas normal ce qu'ils font. Pas normal du tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots d'Anaïs venaient de remonter du fond de mon esprit où je les avais toujours rangés. Elle oublie tout maintenant. C'était faux. Je n'avais jamais oublié quoi que ce soit d'important. J'étais lente, peut-être, plus prudente qu'avant, mais ma mémoire était intacte. Et eux le savaient. Alors pourquoi dire cela? Pour qui? Pour justifier quoi? Je me suis assise, car mes jambes commençaient à trembler. Madeleine s'est assise aussi sans que je l'invite. Son regard était fixé sur mes mains, posées sur mes genoux. Élise, est-ce que ça va? J'ai inspiré profondément. Ils sont allés trop loin, Madeleine, bien trop loin. Et je crois que je n'ai rien vu venir parce que je voulais encore croire que j'avais de la famille ici. Elle posa sa main sur la mienne. Tu en as, mais peut-être pas celle que tu pensais. Cette phrase m'a frappée plus fort que les images. Parce qu'elle disait la vérité que je refusais d'admettre. Ceux qu'on aime ne sont pas toujours ceux qui nous protègent. Je me suis levée pour ranger la boîte de documents. Madeleine s'est levée aussi, prête à m'aider, mais je lui ai fait un signe. Non, je peux. Elle respecta ce geste, elle me connaissait assez pour comprendre que c'était ma manière de reprendre pied. Quand elle a franchi la porte, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Si tu as besoin, même juste d'être avec quelqu'un, je suis là, d'accord? J'ai hoché la tête. Merci, Madeleine. Vraiment. Elle est repartie chez elle et le silence est revenu. Mais ce n'était plus le silence vide de la veille. C'était un silence clair, presque net, celui qui accompagne les décisions que l'on commence à prendre, même quand on ose encore se l'avouer. Je me suis assise devant mes papiers, les mains posées bien à plat. Les traces de leur mépris étaient là, sous mes yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie prête à les regarder en face. Je suis restée un moment immobile devant mes papiers, les yeux fixés sur ces imprimés qu'ils avaient manipulés sans mon accord. Puis j'ai fermé la boîte, doucement, comme on referme une blessure pour éviter qu'elle ne saigne davantage. Il fallait que je prenne l'air, que je respire ailleurs que dans cette maison soudain trop lourde. Alors j'ai attrapé mon manteau et je suis sortie. Le froid du matin m'a saisie dès la première bouffée. L'air vif m'a fait du bien, comme un gant de neige posé sur une brûlure. J'ai marché lentement jusqu'au petit cabinet médical au bout de la rue. 4 minutes à pied, pas plus, mais ce trajet m'a paru long, comme si j'avançais vers quelque chose que je redoutais un peu. Pourtant, je savais exactement ce que je venais chercher. Une preuve. Pas pour les convaincre, non, pour moi, pour me rappeler que je n'étais pas folle, que je n'inventais pas, que ma tête tenait encore debout malgré les insinuations sournoises. Le docteur Roumain était là, comme toujours, derrière son bureau encombré. Un homme discret, moustache fine, lunettes glissées au bout du nez. Il m'a regardé entrer avec cette douceur professionnelle qu'il a pour les gens de mon âge. Élise, vous êtes passée sans rendez-vous? Tout va bien? Je me suis assise en hochant la tête. Juste un contrôle, docteur. Je voulais vérifier que tout est en ordre. Il a plissé les yeux. En ordre?
Vous avez eu un malaise? Une chute? Non, rien de tout ça. Je voudrais simplement un certificat qui confirme mes capacités. Il a posé son stylo. Lentement, trop lentement. Vos capacités? Ce mot semblait lui faire peur, comme s'il ouvrait une porte qu'il préfère laisser fermée. Oui, docteur, ma mémoire, mon jugement, ma lucidité. Je veux que vous me confirmiez que je vais bien. Je n'ai pas baissé les yeux. Je voulais qu'il comprenne que ce n'était pas une demande capricieuse, ni une panique, une nécessité. Il a soupiré. Qu'est-ce qui vous amène à demander cela? Quelqu'un remet vos capacités en doute? Je n'ai pas dit tout de suite leur nom. J'ai simplement répondu: on a évoqué des choses qui ne me ressemblent pas. On a déplacé des papiers chez moi. J'aimerais m'assurer que je suis encore la femme que je crois être. Il m'a examiné longuement, pas comme un patient, comme une personne dont il connaissait l'histoire, toujours poli, toujours autonome. Il m'a fait passer de petits tests, poser des dates, des chiffres, deux, trois questions de mémoire immédiate. Rien de compliqué, rien qui ne me mette en difficulté. Élise, bon, dit-il finalement en retirant ses lunettes. Vous êtes lucide, parfaitement lucide. Votre mémoire est stable, vous êtes autonome. Je ne vois rien, absolument rien qui puisse justifier une mesure de protection. Je crois que j'ai inspiré un peu trop fort, comme si mon corps attendait ces mots depuis des semaines. Je vous rédige une attestation si vous voulez. Oui, merci. Il l'a écrite devant moi, phrase après phrase. Je lisais par-dessus son épaule. Madame Élise Martin, 72 ans, présente toutes les capacités cognitives nécessaires à la gestion de ses affaires personnelles et financières. Aucun signe de confusion, de désorientation ou de vulnérabilité cognitive n'a été observé. Quand il me l'a tendu, j'ai senti un poids glisser de mes épaules. Un papier, juste un papier. Mais parfois, c'est un papier qui vous protège mieux qu'une porte verrouillée. Élise? A-t-il ajouté. Si quelqu'un vous met sous pression, revenez me voir, ou parlez-en à un officier social. Vous n'êtes pas seul, d'accord? J'ai hoché la tête. Je n'aime pas qu'on parle de pression. Ça donne l'impression d'être une victime. Et je refuse ce mot. Je ne suis pas une victime. Pas encore. Et je n'ai aucune intention de le devenir. En sortant du cabinet, j'ai senti la lumière du matin m'éclairer comme si elle balayait ce qui pesait sur moi. Le vent m'a piqué les joues. J'ai glissé l'attestation dans mon sac, bien à plat, bien au fond. Elle me semblait lourde de sens. Sur le chemin du retour, je croisais quelques voisins. Je faisais semblant de sourire. Je gardais mon allure tranquille, celle d'une femme âgée qui va acheter son pain. Mais au fond, quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement confuse devant ce qui se passait. Je devenais attentive, vigilante. En arrivant devant chez moi, j'ai posé la main sur la poignée de ma porte. Je savais que ce que j'allais trouver à l'intérieur ne serait pas plus doux que ce que j'avais laissé partir le matin même. Mais cette fois, j'y entrais autrement, avec un papier dans ma poche et une certitude dans la tête. Je tenais encore debout, et c'était déjà beaucoup. Quand je suis rentrée, la maison avait ce silence particulier qu'on ne reconnaît que quand on a vécu longtemps au même endroit. Un silence qui n'appartient plus aux murs, mais à l'absence des gens. Une odeur de café froid traînait encore dans la cuisine, signe qu'ils étaient partis tôt, probablement avant que la lumière ne se lève. Je me suis arrêtée sur le seuil, le temps de laisser mes yeux s'habituer à ce calme trop propre, trop vaste. J'ai déposé mon sac sur la table. L'attestation du docteur glissa légèrement à l'intérieur, comme si elle cherchait à se montrer. Je l'ai touchée du bout des doigts. La certitude d'être encore moi-même. Un simple papier, mais un ancrage solide. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, le vent secouait les branches du bouleau. J'ai regardé les nuages courir. Ils semblaient de presser, bien plus que moi. Puis mon regard est revenu vers la cuisine. Et là, sur la table, j'ai vu un autre détail qui m'avait échappé le matin même. Un reçu froissé coincé sous la boîte de documents. Je l'ai tiré doucement. Hôtel Saint-Rémy, chambre triple, payé à 1h47 du matin. Je suis restée quelques secondes immobile. Ce n'était pas tant le nom de l'hôtel qui m'interpellait. Je le connaissais, un établissement modeste, coincé entre un kebab et une boulangerie fermée. Mais l'heure, 1h47. Cela signifiait qu'ils n'étaient pas simplement partis se calmer. Ils avaient quitté la maison au beau milieu de la nuit, après m'avoir enfermée, et ils avaient à payer une chambre triple, ensemble. Je n'ai pas cherché d'explication. À mon âge, on a appris que les explications des autres n'ont que rarement la générosité qu'on leur prête. Mais ce reçu disait autre chose. Ils avaient de préparer leur départ, même si ce n'était pas un plan complet.
Il y avait une intention derrière ce geste, une fuite, un besoin d'être tous les trois ailleurs, loin de moi, loin de ce que je représentais. Je relevai la tête. C'est alors que j'ai remarqué mon buffet. La nappe était légèrement tirée, comme si quelqu'un avait fouillé dans le tiroir du bas. J'ai ouvert le tiroir. Mes factures étaient encore là, mais déplacées. Et le classeur bleu, celui où je range mes documents les plus sensibles, avait été remis de travers. Je l'ai tiré vers moi. Un souffle de poussière s'en échappa. Il manquait une feuille. Je m'en suis aperçue immédiatement, car je garde toujours un ordre strict. Les documents de succession d'Antoine au-dessus, les actes notariés en deuxième, puis mes testaments révisés. Le testament de 2018 n'y était plus. Un temps, j'ai cru avoir mal rangé, mais non, je savais exactement ce qu'il contenait. Une répartition équitable de mes biens et la mention claire que je voulais rester chez moi aussi longtemps que mes jambes me porteraient. Ce document-là n'avait aucune raison de disparaître. Je me suis assise. Le bois de la chaise m'a semblé plus dur que d'habitude. Mes mains se sont posées à plat sur la table, pas pour me soutenir, pour m'empêcher de me lever brusquement. À mon âge, un mouvement trop vif ne trahit pas la colère, il la déforme. Or, je ne voulais ni colère, ni peur. Je voulais comprendre, lentement, avec la même patience que j'avais autrefois mise à trier des boutons ou à coudre un ourlet. Le reçu de l'hôtel, la cuillère manquante, les papiers déplacés, l'attestation médicale dans mon sac, les vidéos d'Anaïs. Tout cela formait un motif, pas encore une preuve de quoi que ce soit de grave, mais un motif qui parlait d'envie, de contrôle, de décision prise sans moi. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire, je la regardais chauffer, les bulles se former, monter, éclater. Ce bruit-là m'a ramenée à moi-même. Je m'en suis servi une tasse et je suis restée debout, les épaules légèrement voûtées, mais décidée. Je savais qu'il fallait que je voie ce fameux hôtel. Pas pour les surprendre, non, je n'avais aucune envie de scène, mais je voulais comprendre pourquoi ils avaient choisi le moins cher, pourquoi ils avaient fui si tard dans la nuit, pourquoi ils s'étaient sentis obligés de m'enfermer d'abord. Je n'allais pas faire un interrogatoire, je n'allais pas me battre, j'allais simplement aller constater, vérifier. Une femme de mon âge apprend à vérifier, pas à accuser. J'ai enfilé mon manteau, attrapé mon sac et je suis sortie. Le vent me gifla légèrement, mais cela m'aidait à avancer. Je marchais sans hâte, le bruit régulier de mes pas sur le trottoir me tenant compagnie. Je traversais la rue, longeais la boulangerie encore fermée, puis le petit parc où je promenais autrefois Antoine quand il ne pouvait plus marcher très longtemps. Et au coin, après le passage piéton, je l'ai aperçu. L'hôtel Saint-Rémy, façade beige, enseigne éteinte, rideau métallique mi-clos. J'ai serré un peu plus mon écharpe autour de mon cou. Je n'étais pas venue faire une scène. J'étais venue regarder la vérité en face, même si elle n'avait encore ni forme claire, ni mot précis. C'est parfois ainsi que commence la véritable compréhension, non pas dans un cri, mais dans le simple courage de pousser une porte. La porte vitrée de l'hôtel Saint-Rémy glissa avec un léger grincement quand je l'ai poussée. Une odeur de détergent bon marché et de poussière humide m'a accueillie. Le hall était presque vide. Un vieux canapé élimé, une plante en plastique, un comptoir en bois trop clair. Une femme en chemisier bleu, les cheveux attachés en un chignon approximatif, leva les yeux de son écran. « Bonjour madame, je peux vous aider ?» Sa voix était lasse mais polie. Elle devait être habituée à des clients de passage, souvent pressés, rarement délicats. Je me suis avancée jusqu'au comptoir. Je n'avais aucune intention de mentir ni de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. À mon âge, la vérité est souvent plus efficace que n'importe quelle ruse. Oui, je cherche des informations sur des personnes qui sont arrivées ici cette nuit. 3 jeunes, une femme blonde, 2 hommes. J'ai posé le reçu froissé sur le comptoir. Chambre triple, payée à 1h47. Elle a pris le papier, l'a regardé avec un léger plissement des yeux. Ah oui, je me souviens d'eux. Ils sont arrivés tard. Très fatigués. Un peu nerveux, je dirais. Nerveux. Le mot m'a effleuré comme un courant d'air. Ils sont encore là ? Ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, ils sont partis tôt ce matin. Ils ont rendu la chambre vers 5 heures. Ils avaient l'air pressés. Elle a ajouté, plus doucement, et inquiet. La jeune femme n'arrêtait pas de regarder derrière elle. Je n'ai rien répondu. Pas un geste, pas un froncement de sourcils. À l'intérieur, pourtant, quelque chose bougeait. Pas une douleur, une compréhension qui s'affinait, comme lorsqu'on enlève la buée d'une vitre. Ils n'ont laissé aucun message ? Non, rien. Elle hésita un instant avant de demander
C'était de la famille? J'ai pris une seconde avant de répondre. Oui, pas un mensonge, juste une vérité un peu déformée, comme le sont parfois les liens du sang. La réceptionniste a posé sa main sur le comptoir, comme pour m'offrir une forme de soutien qu'elle ne savait pas formuler. J'espère que tout ira bien pour vous, madame. Ils avaient l'air perdus. Perdus. Voilà un mot que je n'avais jamais associé à Anaïs ou Mathieu. Et pourtant, il sonnait juste. Des gens perdus prennent de mauvaises décisions. Des gens perdus peuvent être dangereux sans même s'en rendre compte. Je la remerciai et sortis. Le vent m'a accueilli avec cette rudesse que j'aime, directe, honnête. Je suis restée un moment sur le trottoir, observant l'enseigne de l'hôtel, comme si elle pouvait me révéler ce que je devais comprendre. Mais il n'y avait rien, sinon la façade beige et le rideau métallique. Je repris le chemin du retour. Mes pas étaient lents, mais sûrs. Je ne pensais pas à ce qu'ils avaient fait cette nuit-là. S'enfermer à trois dans une chambre minuscule, fuir dans la précipitation, regarder derrière eux. Non, ce n'était pas ça qui trottait dans mon esprit. Je pensais à pourquoi. Pourquoi s'enfuir en pleine nuit si tout était censé être un malentendu, comme ils aimaient le dire? Pourquoi m'enfermer? Pourquoi fouiller mes affaires? Pourquoi manipuler mes papiers de santé, mes actes notariés, mes documents privés? Je suis arrivée devant ma maison avant même d'avoir trouvé une réponse. Je me suis arrêtée une seconde avant d'entrer, une vieille habitude. Prendre la mesure du moment, respirer, ne rien brusquer. À l'intérieur, tout semblait figé, mais pas comme avant. Le silence avait changé. Il n'était plus celui de l'absence, mais celui d'un lieu où l'on reprend possession de soi. Un silence neuf, presque utile. J'ai posé mon manteau, remis mes clés dans leur coupelle, rangé doucement la tasse qui traînait dans l'évier. Des gestes simples, mais essentiels. Puis je suis allée m'asseoir à ma table et j'ai sorti l'attestation médicale de mon sac. Je l'ai relue lentement. Chaque mot était une pierre, chaque phrase, une base solide sous mes pieds. Je n'étais pas confuse, je n'étais pas fragile, je n'étais pas celle qu'ils décrivaient pour justifier leurs actes. J'ai rangé l'attestation dans une pochette transparente, puis j'ai tiré vers moi le classeur des documents manquants. J'avais désormais besoin d'un avis qui dépassait le mien, celui de quelqu'un qui avait l'habitude de lire entre les lignes, de repérer les pièges. Il fallait aller voir le notaire, pas pour me battre, pour comprendre ce que cherchait à obtenir. Et je savais déjà que cette compréhension changerait tout. J'ai pris rendez-vous avec le notaire dès mon retour. La secrétaire m'avait proposé une date la semaine suivante, mais en entendant ma voix, calme, mais trop posée pour être anodine, elle m'avait finalement demandé: Vous pouvez venir cet après-midi? J'ai répondu oui sans hésiter. Je savais que si j'attendais, ma lucidité risquait de devenir un terrain que d'autres voudraient occuper. Maître Delmas m'a accueilli sans surprise. C'était un homme aux cheveux grisonnants, toujours impeccablement peignés, avec ce mélange de rigueur et d'humanité que seuls certains professionnels savent nous préserver. Il m'a invité à m'asseoir dans son bureau, un espace ordonné, comme si chaque dossier devait trouver sa juste place dans le monde avant d'être traité. Que puis-je pour vous, Madame Martin? Je n'ai pas parlé tout de suite. Je voulais que mes mots soient nets, pas tremblés. J'ai sorti la pochette transparente et l'ai posée devant lui. On a fouillé chez moi, dis-je simplement. Il leva les yeux vers moi, pas surpris, mais attentif. Il me laissa continuer. On a pris un de mes testaments, on a déplacé mes papiers, et ils m'ont enfermé hier dans une petite pièce de ma maison. Je pensais que le mot enfermé provoquerait une réaction, mais il hocha seulement la tête, comme quelqu'un qui sait que le pire se cache toujours derrière les faits déjà exprimés. Qui est on? Demanda-t-il. Ma petite fille, Anaïs, et son compagnon Mathieu, et la sœur de ce dernier. Ils vivent chez moi depuis plusieurs mois. Ces mots me firent l'effet d'un constat que je signai enfin. Il prit un stylo, nota quelques éléments, puis parcourut les documents que j'avais apportés. Le testament de 2018 n'est plus là? Non. Vous l'avez remplacé depuis? Non, je l'avais conservé tel quel. Il tapota du doigt la table, un geste qu'il faisait avant d'expliquer quelque chose d'important. Ils n'ont aucun droit de manipuler vos documents privés, et encore moins de vous enfermer. Mais, il s'interrompit. J'ai senti une tension sourde dans ma poitrine. Le mets d'un notaire n'a jamais rien d'innocent. Les papiers qui ont été déplacés indiquent un intérêt particulier pour votre état de santé et votre capacité juridique. Avez-vous remarqué quelque chose dans ce sens? J'ai sorti l'attestation du docteur. Il l'a lue attentivement.
Vous avez très bien fait d'obtenir ça. Ça vous protège. Il la replaça devant moi. Très clairement, Élise, quelqu'un a envisagé de constituer un dossier pour qu'on vous place sous mesure de protection. Je crus d'abord avoir mal entendu. Une mesure de protection? Vous voulez dire une tutelle? Oui, tutelle ou curatelle. Une demande de type personne vulnérable. Le fait qu'ils aient fouillé vos documents et retiré un testament peut indiquer qu'ils cherchaient à préparer cette démarche. S'ils parviennent à faire croire que vous n'êtes plus capable de gérer vos affaires, ils peuvent prendre la main sur la gestion de votre patrimoine. Le mot patrimoine me sembla étranger, comme un mot de gens qui ne s'intéressent donc qu'au bilan et au montant. Ma maison, ce n'était pas un patrimoine, c'était ma vie, mes souvenirs, mes murs qui m'avaient vu devenir veuve, puis grand-mère, puis un peu seule, mais encore debout. Ils n'auraient jamais. Je me suis interrompue, parce qu'au fond, ils avaient déjà commencé. Maître Delmas inclina légèrement la tête. Écoutez, Élise, on ne déclenche pas une démarche de protection pour le bien d'une personne en fouillant dans ses tiroirs à minuit. Ça, c'est une préparation, une tentative. Il croisa les doigts. Il voulait une preuve que vous étiez diminué, et s'il n'en trouvait pas, il pouvait essayer de l'accentuer. Ce mot-là, accentué, m'a traversé comme une lame fine, pas parce qu'il était violent, parce qu'il était vrai. Je vous conseille de déposer une déclaration d'intention de sauvegarde de vos documents et de votre autonomie, continua le notaire. Rien de conflictuel, juste un acte qui atteste que vous êtes vigilante et que vous refusez toute démarche engagée sans votre présence. Ça coupe l'herbe sous le pied à quiconque voudrait accélérer les choses. Je l'ai regardé longtemps. Je n'avais pas l'habitude d'entendre un professionnel parler avec autant de nuances, de prudence et de respect. Vous pensez que je suis en danger? Ai-je demandé. Il choisit ses mots. Je pense que certaines personnes autour de vous ont confondu vos silences avec une faiblesse, et qu'il est temps d'arrêter cette confusion. J'ai fermé les yeux une seconde, juste assez pour laisser monter en moi une force qui ressemblait à un vieux souvenir. La force que j'avais eue lorsque j'avais enterré Antoine, lorsque j'avais repris le travail, lorsque j'avais appris à me débrouiller seule. Quand je les ai rouverts, ma décision était prise. Alors faisons cet acte, aujourd'hui. Maître Delmas hocha la tête. Aujourd'hui, bien sûr. Il sortit un dossier vierge. Il commença à écrire. Et moi, assise devant lui, je me suis sentie pour la première fois depuis longtemps du côté de ma propre vie. Pas comme une mère, pas comme une grand-mère, pas comme une femme qu'on met dans une pièce pour qu'elle se repose, mais comme quelqu'un qui reprend lentement sa place dans le monde. Quand je suis sortie du cabinet de maître Delmas, l'air m'a paru plus vif qu'à l'aller, presque tranchant. Je respirais autrement, avec une amplitude que je ne m'étais plus connue depuis longtemps. Le document qu'il m'avait remis, cet acte simple, quelques phrases notariales, ne pesait presque rien dans mon sac. Et pourtant, je sentais son poids jusqu'au bout de mes doigts. C'était un poids qui rassure, comme lorsqu'on pose une main ferme sur l'épaule de quelqu'un pour lui dire « tu tiens debout ». Sur le chemin du retour, je passais devant la place du marché. Les marchands pliaient déjà leurs étals. L'odeur des oranges et du poisson frais se mélangeait dans l'air froid. Je me suis arrêtée devant un étal de fleurs. Des tulipes roses, les premières de la saison. Antoine les aimait beaucoup. Je me suis surprise à imaginer ce qu'il aurait dit s'il avait été là. Probablement quelque chose de calme, sans colère. « Élise, tu dois protéger ton foyer. » Pas par orgueil, par nécessité. Cette pensée m'a réchauffée plus que le soleil. En arrivant chez moi, j'ai trouvé la porte exactement comme je l'avais laissée, ni entr'ouverte, ni verrouillée, juste droite, silencieuse. Mes clés ont tourné sans difficulté. J'ai enlevé mon manteau, posé mon sac, puis je suis restée un moment immobile dans l'entrée. J'ai écouté. Rien. Pas un pas, pas une voix, pas un souffle autre que le mien. Ce silence-là ne m'effrayait plus. Il me donnait de la place, je suis allée dans la cuisine. J'ai posé l'acte notarié sur la table, juste à côté de ma tasse du matin. Il y avait encore des miettes de pain sur le carrelage. Je les ai balayées avec la paume de la main. Un geste ordinaire, presque banal, mais qui me ramenait immédiatement à moi-même. Quand on reprend le contrôle d'une vie, c'est rarement spectaculaire. C'est dans ces gestes-là que tout commence. Puis, sans réfléchir davantage, je me suis dirigée vers le salon. J'y ai trouvé les mêmes traces que ces derniers jours. Un coussin déplacé, une couverture laissée en boule, une veste de Mathieu encore jetée sur une chaise. J'ai ramassé la veste, je l'ai secouée.
Une carte de fidélité d'un fast-food est tombée au sol. Je l'ai regardée rouler jusqu'au buffet et, sans la ramasser, j'ai constaté avec une netteté tranquille que rien ici, absolument rien, n'était à eux. Ils avaient vécu dans la maison comme dans un terrain vague, s'installant partout sans jamais s'enraciner. Je me suis agenouillée devant le tiroir où ils avaient fouillé. Les marques de leurs gestes étaient encore là, comme des empreintes sur du sable. J'ai replacé mes documents dans l'ordre. Assurance, factures, papiers fiscaux. Je les ai remis un par un, en prenant soin de toucher chaque feuille, comme on touche quelque chose de vivant. J'ai refermé le tiroir en silence, puis je suis montée à l'étage. Dans la chambre d'amis, où ils dormaient quand ils avaient décidé que le salon était trop petit, les draps étaient en boule, la fenêtre entr'ouverte. Une odeur de parfum bon marché flottait encore. Anaïs aimait ces eaux légères qui sentent le sucre. J'ai ouvert grand la fenêtre. L'air froid a balayé la pièce d'un seul mouvement. Mes mains ne tremblaient plus. Mon souffle était régulier. Je savais ce que signifiait cette tranquillité. J'étais prête, pas à me battre, pas à faire la guerre, pas à leur hurler leurs erreurs au visage, prête à leur parler autrement, calmement, fermement, sans baisser les yeux, prête à leur montrer que je n'étais plus la femme qu'on enferme dans un débarras pour réfléchir à sa place. J'ai refermé la fenêtre et j'ai descendu les escaliers lentement. La lumière du salon tombait en biais, douce et claire. J'ai regardé l'horloge. Ils allaient revenir. Ils revenaient toujours, et cette fois, j'avais enfin de quoi leur répondre. Ils sont revenus en fin d'après-midi. J'ai entendu la portière d'une voiture claquer, puis des pas précipités dans l'allée. Ce n'était pas le pas léger d'Anaïs, ni la démarche lourde de Mathieu. C'était un mélange des deux. Un pas nerveux, hésitant, comme celui de quelqu'un qui ne sait pas s'il rentre chez lui, ou sur une scène où son mensonge va se révéler. Je suis restée où j'étais, debout, dans le salon. Mes mains étaient déposées sur le dossier de la chaise, paumes ouvertes, doigts détendus. Mon cœur battait lentement. Je me sentais étonnamment droite. La porte s'est ouverte sans frapper, comme d'habitude. Mathieu est entré le premier. Ses cheveux étaient encore humides, peut-être d'une douche prise à l'hôtel. Son regard a balayé la pièce, cherchant quelque chose que je n'avais pas déplacé. Anaïs suivait. Elle portait une écharpe trop fine pour la saison, enroulée autour du cou comme une protection fragile. Ses yeux ont glissé sur moi, puis sur la table, puis sur mon sac laissé ouvert. Elle a compris, je crois, que j'étais sortie, que j'avais vu quelque chose. Pas tout, mais assez. Mamie, on voulait parler avec toi, dit-elle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle tentait de la rendre douce, douceur d'emprunt. Claire entra la dernière, les bras croisés comme une adolescente contrariée. Elle ne me regarda même pas. Les trois se tenaient devant moi, comme un petit front uni, ridicule et tragique à la fois. Je n'ai pas bougé. Parlez, ai-je simplement dit. Mathieu se racla la gorge. Hier, on était tous très tendus. On s'est dit qu'il valait mieux prendre un peu d'air pour éviter que les choses s'enveniment. Je ne l'ai pas interrompu, je voulais entendre ce qu'il croyait encore pouvoir inventer. On n'aurait pas dû te laisser seule comme ça, ajouta Anaïs. On voulait juste éviter une dispute. Tu t'énervais, tu ne te sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien parce que vous m'aviez enfermée, ai-je répondu calmement. Un silence épais tomba immédiatement. Claire leva les yeux au ciel. Oh, mamie, c'était juste pour éviter que tu tombes ou que tu paniques. C'était une soirée compliquée, voilà tout. J'étais enfermée, répétai-je. Pas plus fort, pas plus lent, juste vrai. Anaïs ouvrit la bouche, la referma, puis essaya autrement. On voulait t'aider, mamie. Tu sais, tu te mélanges parfois, tu oublies des choses. On s'inquiète pour toi. J'ai glissé la main dans mon sac, j'ai sorti l'attestation médicale et je l'ai posée devant eux. Ça dit le contraire, ai-je murmuré. Mathieu l'a pris, l'a lu trop vite, puis l'a rendit à Anaïs. Son visage perdit cette assurance qui l'enveloppait toujours, comme un masque légèrement trop grand. Ils n'avaient pas prévu que je me défende avec leurs propres armes, les papiers, les preuves, les mots écrits. Anaïs avala difficilement sa salive. Mamie, c'est pas contre toi. C'est juste que on pensait que peut-être que tu aurais besoin de soutien. Du soutien n'est pas un cadenas, ai-je répondu. Je les ai regardés un par un, sans haine, mais sans trembler. Vous avez fouillé mes papiers, vous avez pris un testament, vous avez dormi à l'hôtel pour réfléchir entre vous, vous avez dit que j'oubliais tout, vous avez voulu montrer que je n'étais plus capable. Ils restèrent muets. Alors maintenant, dites-moi, pourquoi?
Aucun d'eux n'a parlé, mais ils ont baissé les yeux presque simultanément. Ce geste-là a été la seule réponse sincère de toute la journée. Je me suis avancée légèrement, juste assez pour qu'ils sentent que je n'étais plus la vieille femme douce qu'ils déplaçaient comme un meuble. Vous n'avez plus le droit de fouiller ici, ni de décider à ma place, ni d'ouvrir mes papiers, ni de me dire où je dois vivre. Ai-je dit d'une voix basse, mais ferme. Vous êtes ici parce que je vous ai accueilli, pas parce que la maison vous appartient. J'ai respiré doucement. Et à partir d'aujourd'hui, vous vous comporterez en invité, ou vous partirez. Ils ne bougèrent pas. Je voyais leurs épaules se tendre, leurs visages se fermer, mais aucun n'a protesté. Moi, je suis restée debout, la main posée sur le dossier de la chaise, le souffle posé. Je n'attendais pas qu'ils s'excusent, je n'attendais plus rien. Je leur avais simplement donné un premier non, le premier depuis des mois, et pour moi, c'était déjà une victoire. Ils sont restés plantés là un long moment, comme trois enfants qu'on aurait surpris la main dans le pot de confiture, mais trop fiers pour l'admettre. Je les observais en silence, j'avais l'impression que l'air lui-même hésitait à circuler entre nous. Puis Mathieu a pris une grande inspiration, comme s'il devait se donner du courage. On ne voulait pas en arriver là, dit-il d'une voix basse. Là où ai-je demandé. Il ne répondit pas. Anaïs s'avança d'un pas, les yeux brillants d'un mélange de colère et de honte. Mamie, tu ne comprends pas. On est on est sous pression. Les loyers sont impossibles. On a des dettes et puis tu es seule ici. On essayait juste de tout arranger pour tout le monde. Pour tout le monde. Cette expression m'a toujours fait sourire tristement. Elle sonne comme une bonne intention, mais elle cache presque toujours un intérêt personnel. En fouillant mes affaires, en me faisant passer pour quelqu'un de diminué, ma voix était calme, presque posée. Cela les a déstabilisés plus que si j'avais crié. Claire leva enfin les yeux vers moi, agacée. On voulait juste avoir une preuve pour avancer sur les démarches. C'est normal de vérifier, mamie. Avec ton âge, c'est logique. Mon âge ne vous autorise rien, ai-je répondu doucement. Je les ai regardés, tous les trois. Je n'avais plus ce voile de tendresse qui me faisait éviter la vérité. Je voyais leurs gestes, leur silence, leurs hésitations. Je voyais aussi leur désarroi maladroit, parce que les jeunes, parfois, ne savent pas faire autrement qu'en bousculant. Mathieu tenta une explication. On pensait que, si tu étais officiellement protégée, on pourrait gérer certaines choses, faciliter les décisions, alléger tes charges. Des mots bien choisis, appris quelque part dans un article ou sur une vidéo. Je les reconnaissais. Ils n'étaient pas les siens. Gérer quoi ai-je demandé. Il évita mon regard, puis finit par lâcher la maison, les dépenses, les papiers. Voilà, nous y étions. Anaïs, elle, essaya une autre stratégie, plus affective. Mamie, cette maison est trop grande pour toi, tu t'y perds, tu ne peux pas tout assumer, tu mérites mieux. Je la regardai longuement, puis je posai une main sur la table. Ce que je mérite, Anaïs, ce n'est pas qu'on me traite comme une enfant incapable. Je mérite du respect, je mérite qu'on me parle. Pas qu'on m'enferme pour discuter de mon sort en mon absence. Elle cligna des yeux. Peut-être que mes mots la touchaient, peut-être pas. Les jeunes ont souvent besoin de plusieurs vérités avant de comprendre la première. On ne voulait pas te faire de mal, murmura-t-elle. Je le sais, dis-je, et c'était vrai. Ils n'avaient pas voulu faire de mal, ils avaient voulu contrôler. C'est souvent pire, mais c'est différent. Je me suis assise. Pas par faiblesse, par choix, parce qu'une femme assise qui regarde droit devant elle peut parfois faire trembler plus qu'une femme debout. À partir de maintenant, ai-je dit lentement, vous ne touchez plus à mes papiers. Vous ne décidez plus pour moi. Vous ne parlez plus de mon état de santé sans preuve. Vous ne cherchez plus à me déplacer. Un silence tendu s'installa, puis j'ajoutai avec une douceur qui ne tremblait pas, si vous voulez rester ici, ce sera en respectant ces règles. Sinon, je n'ai pas terminé la phrase. Je n'en avais pas besoin. Il l'avait entendu. Claire, les bras croisés, recula d'un pas. Mathieu baissa la tête. Anaïs serra les lèvres. Puis, pour la première fois depuis des semaines, elle dit « Très bien, mamie, on fera comme tu veux. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas gagné. Pas encore. Les mots n'effacent pas les intentions. Les promesses ne réparent pas une serrure fermée de l'extérieur. Mais j'avais posé mes limites. Et à mon âge, poser une limite, c'est déjà construire un mur entier. Ils sont restés un peu dans le salon, dispersés comme des feuilles qu'on ne sait plus comment ramasser.
Moi, je me suis levée doucement et j'ai remis de l'eau à bouillir. Pas pour leur faire du thé. Pour moi, parce que dans cette maison, je reprenais peu à peu ma place. Les jours qui suivirent eurent une couleur étrange, comme si la maison respirait différemment. Il marchait plus doucement, parlait moins fort, refermait les portes avec un soin soudain exagéré. Une politesse nouvelle, mais trop nette pour être sincère. C'était le genre de délicatesse qu'on adopte quand on craint d'être observé. Pas par respect, par prudence. Je ne leur en voulais pas d'essayer de faire semblant. Ce qui me blessait, c'était de savoir qu'ils ne savaient plus comment être vrais avec moi. La distance que j'avais imposée, je la sentais. Elle flottait dans le salon comme une brume discrète, entre la table et le fauteuil, entre eux et moi. Le matin du 4e jour, alors que je préparais du café, j'ai entendu du remue-ménage dans le salon. Des sacs, du papier bulle, des cartons. Pas les miens, les leurs. Je suis restée un moment immobile, la main posée sur la poignée du percolateur. Puis je suis entrée dans le salon sans rien dire. Ils étaient tous les trois. Anaïs rangeait des vêtements en boule dans un sac. Mathieu démontait un vieux meuble bas, celui qu'ils avaient apporté. Claire sélectionnait ses chaussures avec une précision militaire. C'est Anaïs qui m'a vue en premier. Mamie, on pense que c'est mieux qu'on parte quelques jours pour se poser. Se poser. Encore une expression douce pour cacher une vérité trop dure. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas essayé de les retenir. Je me suis simplement approchée et j'ai observé. Ils ne levaient pas les yeux vers moi. Mathieu parlait pour meubler le silence. On ne veut plus de tension. C'est mieux pour tout le monde. Et puis, Claire peut nous héberger un peu. Claire haussa les épaules, signe qu'elle n'avait aucune envie de jouer le rôle d'hôtesse, mais qu'elle ne voulait pas contredire son frère. J'ai pris appui sur le dossier du canapé. Si vous pensez que c'est mieux, partez. C'était tout. Pas de reproches, pas de tristesse. Juste une réalité simple. Leur départ n'était pas une punition, mais une conséquence. Anaïs a arrêté de plier ses affaires. Elle me regarda enfin, vraiment. Ses yeux étaient humides, mais ce n'était pas le genre de larmes qui coulent pour demander pardon. C'étaient celles qui naissent quand on comprend qu'un lien qu'on croyait acquis ne l'est pas. Mamie, tu crois qu'on est de mauvaises personnes? La question m'a surpris. Pas par sa naïveté. Les jeunes sont souvent maladroits avec les mots, mais par le ton. Il y avait, dans sa voix, une fissure minuscule, une prise de conscience, peut-être. Non, dis-je doucement, mais vous avez été égaré par la peur, la précipitation, l'argent. Les mauvaises décisions naissent plus souvent de là. Elle hocha la tête, sans discuter. Mathieu rangea ses outils. Claire referma un carton. Je les regardais faire. Leur départ était rapide, presque pressé. Mais je sentais que ce n'était pas une fuite cette fois, plutôt un recul nécessaire. On ne répare rien en restant collés les uns aux autres quand le cœur est trop tendu. Ils m'ont aidé à tenir la porte en sortant leurs affaires. Notre silence partagé valait mieux que 1000 phrases inutiles. Avant de monter dans la voiture, Anaïs revint vers moi. Elle me prit la main, timidement, comme une enfant qui redoute le refus. On va réfléchir, on va se calmer. On reviendra quand tout sera plus clair. J'ai serré sa main, pas fort, mais avec une tendresse contenue. Prends soin de toi, ai-je murmuré. Elle acquiesça puis monta dans la voiture. Les portières se fermèrent, le moteur démarra. Ils ont reculé lentement puis sont partis sans un dernier signe. Je suis restée seule sur le pas de la porte. Le vent a passé entre les hortensias, la lumière s'est posée sur les carreaux. La maison s'est tue, mais ce silence-là n'était pas rude. Il était large, paisible, comme si les murs eux-mêmes retrouvaient leur souffle. Je suis rentrée, j'ai refermé la porte et j'ai laissé ce calme m'envelopper. Pas comme une victoire éclatante, non, comme une évidence douce. J'avais défendu ma place dans ma propre vie. Quand la voiture a disparu au bout de la rue, j'ai fermé la porte avec une lenteur presque cérémonielle. Non pas pour savourer un triomphe, je ne ressentais rien qui ressemblât à une victoire, mais pour sentir le poids réel de ce geste. Pour la première fois depuis des mois, la maison se refermait sur moi seule, et seulement moi, sans ombre dans le couloir, sans voix qui surgissent à toute heure, sans objet déplacé dans mon dos. Je me suis avancée dans l'entrée. L'air semblait plus clair, presque plus léger. Je me suis arrêtée un instant pour écouter. C'est une habitude que j'ai prise après la mort d'Antoine. Écouter la maison. Ce n'est pas de la superstition, c'est une manière de savoir si quelque chose cloche. J'écoutais les murs, les planchers, la chaudière. Ce matin-là,
Tout sonnait juste. Je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert les fenêtres en grand. L'air froid a balayé la pièce d'un coup, emportant avec lui l'odeur persistante de leurs parfums mélangés. J'ai essuyé le plan de travail du plat de la main, puis je me suis mise à ranger, doucement, sans brusquerie, comme si chaque objet retrouvait sa place naturelle. Dans le salon, il restait 2 coussins tombés au sol, un verre oublié sur la table basse et un pull d'Anaïs qu'elle avait oublié dans la précipitation. Je l'ai ramassé, je l'ai plié et je l'ai posé sur la chaise la plus proche. Il y avait encore son odeur, pas désagréable, mais trop jeune, trop bruyante pour ces murs qui en avaient déjà assez entendu. Je suis ensuite montée à l'étage. Leur chambre d'appoint était à moitié vide. Les draps froissés attendaient d'être lavés. J'ai ouvert les rideaux puis la fenêtre. Le tissu a flotté comme un drapeau fatigué. Il faisait froid, mais c'était un froid propre, un froid qui ouvre la poitrine. Je n'avais pas envie de pleurer, je n'avais pas envie de sourire, j'avais envie de respirer. Je suis redescendue. Dans le couloir, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Mes cheveux un peu défaits, mes joues un peu pâles, mais un regard clair, un regard qui ne cherchait plus d'excuses aux autres. C'était étrange de me revoir ainsi, droite, ancrée, presque solide. J'avais oublié que j'avais encore cette posture-là en moi. Je me suis installée à la table de la salle à manger, j'ai pris une feuille blanche et je l'ai posée devant moi. Je ne savais pas encore ce que j'allais écrire. Peut-être une liste de choses à faire. Laver les draps, replacer les documents, appeler Madeleine pour la remercier, ranger les tiroirs. Peut-être une lettre à Anaïs, mais ce serait pour plus tard. Les mots ont besoin de maturer, comme les fruits. On ne cueille pas les excuses à chaud. Finalement, je n'ai rien écrit. Je me suis contentée de laisser la feuille là, vide, comme une promesse, celle que les décisions qui viendraient désormais seraient dès les miennes, et les miennes seules. Je me suis ensuite rendue dans le jardin. Le ciel était pâle, mais la terre sentait encore l'hiver. J'ai coupé 2 branches sèches, ramassé quelques feuilles. Mes mains étaient froides, mais actives. Travailler le jardin m'a toujours aidé à remettre en ordre ce que je ressens. En revenant vers la maison, j'ai aperçu sur le paillasson la petite cuillère en argent qui avait disparu, posée bien droite, comme si quelqu'un avait voulu réparer un tort, timidement, sans avoir le courage de frapper à la porte. J'ai ramassé la cuillère, elle brillait faiblement dans la lumière. Je n'ai pas cherché à comprendre, ce n'était pas un aveu, pas une excuse, pas une réparation, c'était un geste, maladroit, tardif, mais un geste quand même. Je suis rentrée, j'ai lavé la cuillère et les rangé avec les 3 autres, exactement à leur place, dans le tiroir du haut. En refermant le tiroir, j'ai senti une paix étrange, pas entière, pas totale, mais déjà bien présente. La maison n'était pas vide, elle était disponible, prête à redevenir un lieu qui protège au lieu d'un lieu qu'on subit. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais chez moi. Les jours qui ont suivi leur départ se sont installés comme une pluie fine, doucement, sans bruit, mais avec cette manière de tout nettoyer sans qu'on s'en aperçoive. Je me levais tôt, parfois avant le soleil. La maison, elle, semblait dormir différemment, plus profondément. Les murs ne portaient plus les échos de conversations hâtives, les portes ne claquaient plus sans prévenir, les objets restaient où je les posais. C'était presque troublant au début, comme un silence trop parfait, puis c'est devenu un souffle, un rythme, le mien. Je me suis remise à faire les choses à mon pas. Préparer du café, balayer la terrasse, lire le journal sans qu'on me coupe la parole pour me montrer une vidéo idiote. Je mettais la radio à volume bas, j'écoutais les infos, puis je l'éteignais. L'absence d'interférence me rappelait quelque chose que j'avais oublié. Quand rien ni personne ne vous bouscule, on entend mieux ses propres pensées. Un matin, j'ai ressorti un carton que je n'avais pas ouvert depuis des années. Dedans, il y avait les vieilles lettres d'Antoine, des photos jaunies, des petits objets qu'on garde sans raison précise, sinon pour se rappeler qu'on a vécu plus d'une vie en une seule. Je me suis assise par terre, au milieu de ces traces du passé. Je ne pleurais pas, je souriais parfois, doucement, à peine, comme si chaque souvenir revenait avec une lumière nouvelle débarrassée du bruit récent. Je me suis rendu compte de quelque chose d'essentiel. Je n'avais pas seulement défendu ma maison, j'avais défendu ma place dans ma propre histoire. C'est une nuance que les jeunes ne comprennent pas toujours. Pour eux, vieillir, c'est devenir fragile. Pour moi, vieillir, c'est devenir précise. On sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on peut encore donner et ce qu'on doit protéger. Anaïs m'a envoyé un message une semaine plus tard, quelques mots.
On pense à toi. On voudrait revenir un jour quand tu seras prête. Je n'ai pas répondu tout de suite, pas par colère, par justesse. Je lui ai écrit le lendemain. Revenez quand vous aurez du respect dans les mains, pas avant. C'était simple, c'était suffisant. Je savais qu'elle comprendrait. Les jeunes comprennent tard, mais ils finissent par comprendre. Je ne voulais pas qu'ils disparaissent de ma vie. Je voulais seulement que ma vie ne disparaisse pas sous la leur. Un après-midi, en rangeant la cuisine, j'ai retrouvé la cuillère en argent, propre et bien alignée avec les trois autres. Je l'ai prise, je l'ai pesée dans ma main. Elle était légère, mais elle avait une histoire désormais. Il y a des objets qui nous rappellent ce qu'on a perdu. D'autres nous rappellent ce qu'on a repris, puis je l'ai reposé dans le tiroir. J'ai refermé doucement, et j'ai compris que je n'avais plus rien à craindre. L'âge n'était pas un piège dont ils allaient me sortir malgré moi. L'âge était mon socle, ma force discrète, ma lucidité. Ce soir-là, j'ai mangé seule à table, mais je ne me suis pas sentie seule. J'avais devant moi une soupe chaude, un morceau de pain, et ce silence juste, ce silence qui accompagne les décisions courageuses. Je regardais la fenêtre, dehors la nuit étendait son ombre sur le jardin, et je me suis dit que je n'avais pas besoin d'être applaudie pour avoir tenu tête. La dignité n'a jamais fait de bruit. Elle avance à pas lents, mais elle arrive toujours. J'ai pensé à toutes les femmes de mon âge qui vivent dans des maisons où on les réduit, où on parle pour elles, où on les fait passer pour moins capables qu'elles ne sont. Je les ai imaginées, assises comme moi, serrant leurs mains pour rester calmes, avalant leurs doutes parce que les plus jeunes savent mieux. Je leur ai murmuré dans ma tête. On n'est jamais trop vieille pour reprendre sa place. J'ai éteint la lumière, la maison a respiré avec moi, et j'ai su que tout cela avait un sens, non pas la colère, non pas la confrontation, mais la clarté, celle qui revient quand on arrête d'avoir peur de déranger. Alors, si quelqu'un lit mon histoire, une femme peut-être, ou plusieurs, je veux qu'elle entende ceci, tranquillement, sans agitation. On ne naît pas forte, on le devient un jour précis, celui où on refuse enfin d'être petite dans sa propre vie. Et si cette histoire vous parle, si elle réveille quelque chose en vous, si vous vous êtes reconnu dans une phrase, un souffle, une hésitation, laissez un mot, un signe, un commentaire, parce qu'aucune femme ne devrait affronter ce genre de vérité toute seule.